Le langage inclusif fait couler beaucoup d'encre, dans la presse et le monde politique, mais aussi chez les linguistes. Son objectif, c'est de proposer des alternatives au masculin générique. Mais si vous vous souvenez, la fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Le but du langage inclusif, c'est de visibiliser les femmes, ou bien au contraire, d'invisibiliser le genre. En tout cas, d'éviter le masculin par défaut. Plusieurs études en psycholinguistique ont montré que quand on entend ou qu'on lit une phrase avec du masculin générique en français, par exemple les musiciens entrent sur scène, spontanément, on imagine des hommes. Au contraire, si on lit ou entend par exemple le musicien et la musicienne entrent sur scène, on se représente un homme et une femme. Pour éviter cet effet, ça fait 50 ans que des propositions émergent dans le monde francophone. Il y a les noms de professions qu'on se met à féminiser, ou bien qui étaient déjà féminisés depuis longtemps et qui font leur réapparition. Il y a les termes épicènes, qui n'ont pas de marque de genre, et les termes collectifs, qui sont pratiques pour invisibiliser le genre et représenter tout le monde. Il y a des mots inventés, comme par exemple le nouveau pronom IEL, qui permet de parler d'une personne non binaire ou d'une personne dont on ne connaît pas le genre. Et il y a aussi les doublés complets. Par exemple, quand on veut parler d'un groupe de personnes qui font des études et qu'il y a des femmes dans le lot, on peut dire les étudiants et les étudiantes, ou bien les étudiantes et les étudiants. On est d'accord, c'est parfois un peu long. Alors un doublé, ça peut aussi être abrégé. Et pour ça, on appelle la ponctuation à la rescousse. Avec le fameux point médian, parfois un seul, parfois deux, le point tout court, le tiret, les parenthèses, la barre oblique, et pourquoi pas aussi, tiens, le E en majuscule. Alors, avec tout ça, on a le choix. Évidemment, on peut se sentir un peu perdu face à toutes ces possibilités. Alors, de nombreuses institutions, comme des universités, des ministères, des entreprises, ont créé des guides ou des manuels. Le chercheur Daniel Elmiger recense aujourd'hui 256 guides pour le français, datés de 1986 à 2022. Ils proviennent principalement du Canada, de Belgique, de Suisse et de France, mais aussi des institutions européennes ou internationales comme l'ONU. Et oui, l'évolution de la langue française ne concerne pas seulement la France. Certains guides se présentent sous la forme de conseils, mais d'autres institutions sont beaucoup plus directives, voire coercitives. Et évidemment, tout le monde ne donne pas les mêmes recommandations. Par exemple, si vous êtes prof dans un collège de France, vous devez utiliser les doublés complets dans les supports que vous rédigez pour vos élèves, mais le ministère de l'Éducation nationale a proscrit le point médian. Au contraire, si vous êtes journaliste pour le média Slate, vous devez utiliser le point médian et pas les parenthèses ou les tirets, par exemple. Alors concrètement, comment le langage inclusif est-il utilisé par les francophones, et en particulier dans les espaces où il n'y a pas de consignes sur le langage inclusif, et en fait, où on est libre d'orthographier les mots un peu comme on veut? Là, on parle des réseaux sociaux et d'Internet, évidemment. Alors, c'est la question à laquelle nous avons décidé de répondre aujourd'hui. On n'est pas les premières à se pencher sur le sujet, mais on a décidé de voir grand en analysant une grosse quantité de données. En revanche, on s'est cantonné à deux procédés, les doublés complets et les doublés abrégés. Ben oui, vous verrez, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et pour l'instant, on va se concentrer sur les usages des francophones de France. On a choisi d'étudier Twitter, Reddit et YouTube, qui donnent, ou donner dans le cas de Twitter, la possibilité aux chercheurs de recueillir leurs données. Pour Twitter, on a ciblé des tweets géolocalisés en France métropolitaine. Pour Reddit, on a recueilli des commentaires publiés sur le forum Air France, et pour YouTube, on a utilisé les commentaires publiés sous les vidéos des chaînes Le Monde, Hugo Décrypte et Natou. Et on a essayé de savoir qui se cachait derrière les pseudos des internautes, en déterminant leur identité de genre de plusieurs manières. Sur Reddit, comme les profils sont anonymes, on a utilisé une méthode automatique qui s'est basée sur l'utilisation du genre grammatical. Ce qui est loin d'être parfait, évidemment, parce que du coup, il est fort possible qu'on ait mégenré des personnes non binaires.
Pour Twitter, on a combiné plusieurs méthodes pour obtenir l'annotation la plus juste et la plus efficace possible. On a utilisé une liste officielle de prénoms qu'on a comparée aux noms d'utilisatrices et d'utilisateurs. On s'est aussi basé sur les pronoms utilisés par les internautes, souvent en anglais d'ailleurs. Et enfin, on a examiné 7000 comptes Twitter manuellement. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué pour diverses raisons et on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Et donc voilà le nombre de mots dans nos corpus, en tout plus de 117 millions de mots. Vous remarquerez qu'il y a bien plus d'hommes que de femmes dans nos données, sur Reddit comme sur Twitter. C'est souvent le cas sur Internet, les hommes participent généralement plus que les femmes. Ensuite, il a fallu trouver dans cette masse d'informations les fameux doublés abrégés et complets. Évidemment, on n'a pas tout lu. On a utilisé ce qu'on appelle des expressions régulières ou regex, des formules informatiques très puissantes capables d'attraper des mots qui répondent à certains critères. Par exemple ici, des doublés complets. Et alors en tout, sur 117 millions de mots, on a trouvé 9387 doublés. Bon d'accord, c'est pas beaucoup. Et la fréquence des doublés varie selon les plateformes. C'est sur Twitter qu'ils sont les plus fréquents et c'est sur Reddit qu'ils sont les plus rares. On note aussi que sur Twitter, il y a plus de doublés abrégés en vert que de doublés complets en jaune, mais que c'est l'inverse sur Reddit et YouTube. Et ces doublés abrégés, comment sont-ils constitués ? Sur Reddit et YouTube, c'est plutôt avec des parenthèses, mais sur Twitter, c'est le plus souvent avec un point. Le fameux point médian est 2 fois moins populaire que le point sur Twitter, peut-être parce que la plupart des tweets qu'on a recueillis ont été produits depuis un smartphone et qu'un point, c'est plus facile à écrire qu'un point médian. Les barres obliques, les tirets, les E majuscules, tout ça c'est très rare. Et pour le pluriel, comment ça marche ? Est-ce que les internautes ont plutôt tendance à utiliser un ou deux signes de ponctuation ? 55,4% des pluriels sont formés avec 2 signes, et c'est le point qui est le plus fréquemment redoublé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe du côté des doublés complets ? Alors il y a 2 familles de doublés complets, avec la forme féminine en première position ou avec la forme masculine en première position. Là encore, Twitter se démarque. Non seulement il y a plus de doublés que sur les autres plateformes, mais les doublés féminins-masculins arrivent en première position, alors que sur Reddit et YouTube, c'est l'inverse. On remarque aussi une certaine asymétrie entre les doublés féminins d'abord et les doublés masculins d'abord. Il y a plus de variété dans les doublés masculins d'abord. Les 2 doublés masculins d'abord les plus fréquents ne représentent que 21% de tous les doublés masculins d'abord, tandis que les 2 doublés féminins d'abord les plus fréquents représentent les 2 tiers de tous les doublés féminins d'abord. Et on remarque que ces 2 doublés féminins masculins, celles et ceux et toutes et tous, font penser à des formules qui paraissent un peu figées et qui sont répandues dans le discours politique depuis le célèbre Française, Français du général de Gaulle et systématiquement utilisées par le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Pour terminer, on a voulu savoir s'il y a un lien entre l'identité de genre d'une personne et son usage des doublets, c'est-à-dire si les femmes et les personnes non-binaires utilisent plus de doublets que les hommes. Eh bien oui, sur Twitter comme sur Reddit, les femmes utilisent plus de doublets que les hommes. Et les internautes qui utilisent de loin le plus de doublets, ce sont les personnes non-binaires. On a aussi pensé que peut-être que dans les doublés complets, les femmes auraient tendance, plus que les hommes, à utiliser le féminin d'abord. Eh ben non. En revanche, on a remarqué que sur Twitter, il semble y avoir un lien entre l'identité de genre et certains signes typographiques. Les personnes non-binaires semblent avoir une prédilection pour le point, et les hommes semblent privilégier les parenthèses que les femmes boudent et qui sont d'ailleurs décriées par les critiques féministes. C'est vrai qu'en général, en français, on utilise les parenthèses pour ajouter une information moins importante dans une phrase. Donc les critiques féministes pensent que les parenthèses risquent de connoter l'idée que les femmes sont moins importantes. En conclusion, notre étude montre que, dans des espaces non régulés par des normes éditoriales, des tendances se profilent. La fréquence des doublés et la façon dont on les utilise semblent liées à plusieurs facteurs, comme la plateforme sur laquelle on écrit, notre identité de genre, peut-être l'outil qu'on utilise pour écrire, et sans doute bien d'autres choses, comme l'âge, le pays,
la profession et les opinions politiques. C'est finalement ce qui est intéressant avec la recherche scientifique. Au-delà des polémiques sur le langage inclusif, au-delà de savoir si c'est une bonne chose ou pas, notre étude donne des premières informations sur le profil des personnes qui utilisent le langage inclusif, mais aussi leurs choix parmi toutes les possibilités qui existent. En fait, ça permet de mieux comprendre comment évolue la langue française aujourd'hui.